Alors, au niveau du CRUF, on a modifié les statuts et effectivement, on a inclus dans les membres qui peuvent adhérer au CRUF les aides-soignantes, les infirmières bien évidemment, les kinés, les psychologues et bien sûr une profession qui nous est très chère en réanimation, c'est les ingénieurs biomédicaux. Et là, Alexandre Benoît, lui... il y a des fans. Et lui, il est ingénieur biomédical, mais il se définit comme ingénieur clinique. Donc c'est vraiment très intéressant. Et les ingénieurs, ils sont là pour que nos services fonctionnent, qu'on ait du matériel performant. Et moi, je tiens à les féliciter. Et j'ai vraiment opté pour que les ingénieurs bio soient des adhérents du CRUF. Et Alex... Eliade, oui, bon. Et oui, Iliade en plus. Iliade, bien sûr. Iliade, Mais il ne fait pas que ça, Alexandre, puisqu'il a fait aussi un master Sciences Po pour être en responsabilité. Donc il a aussi une vision politique. À Châlons, ils sont à la fois innovants, effectivement, ils sont très ambitieux. Donc c'est ça en tout cas qui nous interpelle. Donc très fier d'avoir une équipe d'ingénieurs cliniciens au CRUF. Merci Alexandre. Alors merci beaucoup, merci pour cette présentation exhaustive. Je remercie le comité scientifique, le CRUF, de nous laisser la parole, nous les biomédicaux, les ingénieurs cliniques. Merci à vos présentations qui ont fait le lit de ma présentation. Et donc je vais essayer de répondre à la demande. Et la demande, c'était la vision plutôt technique, technologique de la curarisation. Et vous allez voir, je vais un peu digresser parce que à partir du moment où on nous laisse la parole, nous, les ingénieurs bio, on essaye de sortir du cadre. Alors, comme vous l'a dit Laurent, je suis ingénieur clinique. Alors un ingénieur clinique, c'est quoi? C'est le trait d'union entre le biomédical, ou en tout cas la technologie, parce qu'en fait à Châlons, on a la particularité d'avoir une direction qui a réuni le biomédical et l'informatique. Et donc ces outils technologiques, il faut les mettre à disposition de vous, les soignants, et l'ingénierie clinique, c'est ce petit trait d'union. J'ai été, et je le suis encore, infirmier anesthésiste, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas exercé, je vais essayer de me rappeler mes pratiques. Alors, on est parti, la curarisation. On va parler du monitoring de la curarisation. On vous l'a dit, la curarisation, c'est le blocage d'un processus qui fait appel à de l'électricité, puisqu'en fait, c'est l'histoire du potentiel d'action, la génération d'un potentiel d'action, qui va parcourir le neurone, qui va arriver jusque dans la synapse, en tout cas la jonction neuromusculaire, libération d'acétylcholine. Cette acétylcholine va aller se mettre sur des récepteurs postsynaptiques au niveau de la plaque motrice, et puis il va y avoir une dépolarisation, et puis cette dépolarisation va créer l'activation de l'actine et de la myosine et le raccourcissement de la fibre musculaire pour créer le mouvement. J'ai tout dit. Alors, le curar, ça va bloquer la jonction neuromusculaire et donc il va y avoir une abolition de la dépolarisation, une abolition de la force musculaire. Jusque-là, je suis clair. Les indications, vous les avez vues, je ne vais pas les répéter, simplement qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'intervention chirurgicale puisqu'on est au CRUF et on parle de réanimation. Alors l'évaluation, on vous l'a dit, l'évaluation, pourquoi on évalue le bloc neuromusculaire? C'est un sujet de qualité, il faut individualiser les soins, on en a parlé, il faut éviter le sur- et le sous-dosage, même pour les curars. Et c'est une question de sécurité. Pourquoi? Parce que, on vous l'a montré aussi, être curarisé vigile, je ne le souhaite à personne. Et quand vous réveillez un patient, avoir, s'il a une queue de curare et avoir à le réintuber, c'est pas agréable ni pour le patient, ni pour vous. Alors, on va parler de monitorage. On a dit que c'était impératif. Pour autant, le monitorage, comme on l'a connu précédemment, le monitorage qualitatif, où je regarde simplement le mouvement du muscle suite à la stimulation du nerf, aujourd'hui, toutes les études montrent que ça ne sert à rien. On n'est pas assez fort, même si on a beaucoup d'expérience, pour savoir quelle est la qualité du TOF. Alors, ça, on ne doit plus le voir.
Tout le travail, c'est de passer au quantitatif. Et le quantitatif, c'est quoi? C'est mesurer la force de contraction du muscle après avoir stimulé le nerf correspondant. Pour ce faire, on utilise la loi de Newton. Et qu'est-ce que la loi de Newton dit? Dit qu'une force, elle est égale à la masse multipliée par l'accélération. La masse du muscle est constante, du pouce. Donc, on va évaluer la force par l'accélération ou carrément mesurer la force. Les technologies qu'on a à notre disposition, elles sont multiples. La première, c'est la mécanomyographie. La deuxième, l'accéléromyographie. Et Ali vient de nous montrer l'accéléromètre. La troisième, la kinémyographie. L'électromyographie. Et puis, en petit dernier, monitorage par brassard. Brassard dit modifié. Le principe est toujours le même. Je viens stimuler un nerf. Résultat, je vais devoir mesurer la réponse musculaire. Comment je la mesure, cette réponse musculaire? Soit je vais aller mesurer le potentiel d'action au niveau du muscle, soit je vais mesurer la force de ce muscle. La mécanomyographie, c'est le gold standard. Ça mesure la force de contraction. L'installation, comme vous le voyez, est très fastidieuse. C'est impossible à mettre en place en pratique clinique. Ça demande en plus un calibrage très minutieux. Pour autant, c'est la méthode de référence, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un nouveau dispositif présent avec une nouvelle technologie, on viendra toujours la comparer au gold standard, la mécanomyographie. Je vous le dis parce que vous ne le verrez jamais dans vos établissements, à part si vous faites de la recherche. Alors, il y a une notion qu'il faut se rappeler, c'est le seuil supramaximal. Dans la salle, combien connaissent cette notion de seuil supramaximal? Levez la main. Ok. Donc le seuil supramaximal, c'est quoi? C'est la stimulation, l'intensité de courant minimale pour avoir une réponse musculaire dite maximale. Alors, chez 90% de la population, en fait, à partir du moment où on va appliquer 30 mA de stimulation, eh bien, vous allez avoir le maximum de la réponse musculaire. Ça, c'est chez 90% de la population. Si vous avez un patient obèse, vous comprenez bien que le panicule adipeux va empêcher ce passage électrique, de courant électrique, et donc, vraisemblablement, il va falloir augmenter l'intensité. Donc, vous allez avoir des réglages sur vos dispositifs médicaux pour monter à 40, 50, voire 60 mA. Alors, si on parle de stimulation électrique, il faut qu'on revienne sur la loi d'Ohm. Deuxième loi. Alors, vous vous rappelez de U égale RI? Ouais. Ok, U égale RI. Donc I pour l'intensité. L'intensité, en fait, elle est connue, elle est réglée. Je vous ai dit, 90% de la population vont avoir une réponse musculaire maximale avec simplement 30 mA. La résistance, elle, par contre, elle est inconnue. Elle est variable. Elle est variable et Ali vous a dit tout à l'heure, vous a dit, si vous voulez vous dégraisser la peau. Non, dégraissage de la peau, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que vous allez diminuer finalement cette résistance. Et puis, deuxième élément, utiliser des électrodes et des électrodes qui soient neuves ou en tout cas pas sèches. Pourquoi? Parce que si vous utilisez des électrodes sèches, la résistance augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez la tension. Et par effet Joule, si vous augmentez la tension, ça brûle. Alors, les systèmes, eux, sont prévus pour limiter cette tension. Mais on n'est pas à l'abri d'un défaut du système. On parle maintenant des technos. L'accéléromyographie. On vous l'a montré, le premier accéléromètre, il était bidimensionnel. Et donc, on va estimer la force par le mouvement, l'accélération. L'installation est très rapide. Par contre, Ali vous l'a dit, c'est impératif que le pouce soit totalement libre de son mouvement. Sinon, vous aurez des biais. L'utilisation, elle est possible aussi sur le pied et le visage. En chirurgie, on l'utilise régulièrement sur le pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas accès à la main. Et puis le visage, quand on veut évaluer, comme vous a dit Ali, plutôt la navigation.
j'ai bien aimé, navigation. Alors, pour renforcer la précision, les constructeurs ont adjoint à cet appareil des prises de référence. Donc en fait, on fait une référence et quand on fera un TOF, eh bien, on prendra la 4e réponse, on la ramènera sur la stimulation de référence et ça améliorera la précision du dispositif. Ils y ont adjoint aussi... Alors, je ne vous ai pas parlé du phénomène de l'épuisement inversé. L'épuisement inversé, c'est quoi? C'est-à-dire que si on fait une référence et qu'on a, et parfois ça existe, au lieu d'avoir 100%, on a 130%, ce qui va se passer, c'est que quand on va ramener T4 sur TRF, eh bien vous allez créer un biais parce que finalement vous allez mettre 90% sur 130, donc vous aurez une sous-évaluation. Le dispositif de précharge, bah oui, en fait, pour que la course du pouce soit à peu près dirigée, on a mis une attelle et ça fait du préloading et ça améliore en tout cas les résultats. Et puis, vous avez la calibration. Alors, sur certains dispositifs, vous avez l'obligation de faire des calibrations. Voilà. Et parfois, vous avez des dispositifs qui sont sans calibration. Et ça améliore, en tout cas, nous, notre ergonomie d'installation. Surtout chez les transducteurs qui sont dits tridimensionnels, où on a une meilleure quantification du mouvement. Alors, notion qu'il faut garder, c'est que c'est fiable même chez le patient déjà curarisé, cette calibration avec l'accéléromyographie. Et gardez ça en tête, pourquoi? Parce que les autres, non. La kinémiographie, la kinémiographie, là, on va évaluer la force. On va évaluer la force avec un petit appareil, enfin un petit capteur qui est une pièce piézoélectrique qu'on va mettre à l'intérieur de l'attelle. Et c'est la course de l'attelle qui fait qu'on a cette évaluation de force. Pareil, il va falloir rechercher le seuil supramaximal, il va falloir, là c'est une obligation de faire une calibration, et donc on se dit mais si mon patient est déjà curarisé, je ne peux pas la faire la calibration. Vous allez faire une calibration, mais en tout cas vous aurez des résultats qui seront biaisés. Et puis, encore la même chose, il faudra une liberté du mouvement, du pouce, et ça, c'est un impératif. Pour renforcer la précision, ils ont mis aussi une ref, T4 sur TRF, et puis je vous ai mis suivi des préconisations du constructeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce type de capteur, plus on l'utilise, plus il s'abîme, plus il y a une dérive de la mesure, et donc les fournisseurs donnent une préconisation qui est de remplacer le capteur tous les 6 mois, tous les ans. J'avoue que moi, à l'hôpital où je bosse, l'hôpital de Châlons, j'ai utilisé ce type de capteur pendant des années et on n'a jamais remplacé. Autrement dit, forcément, j'avais des dérives. L'électromyographie, alors là, le concept, on va mesurer le potentiel d'action globale au niveau du muscle. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel au nombre de fibres musculaires qui vont être activées. Et donc, c'est une estimation de la force. Vous vous rappelez, j'ai stimulé le nerf, il y a libération d'acétylcholine, l'acétylcholine vient se mettre sur les récepteurs vont ouvrir les canaux, il y a une dépolarisation, actine-myosine, et puis on va évaluer cette dépolarisation. Petit schéma, donc potentiel d'action, il court, et donc j'ai la dépolarisation au niveau du muscle. Donc cette dépolarisation est préalable au mouvement musculaire. L'installation est super rapide, il faut toujours avoir une liberté de mouvement du pouce, ça nécessite une calibration et donc se pose la question de si le patient est déjà curarisé, est-ce que j'ai des résultats fiables? Cette technique, elle est super sensible au bistouri, ce qui veut dire que quand vous êtes au bloc opératoire, ça pose des problèmes. Et puis elle est très sensible à la température. À chaque fois que je baisse d'1 degré, j'ai une augmentation en fait du potentiel d'action globale. Je me pose la question, et je n'ai pas trouvé la réponse, de l'impact de l'œdème chez vos patients. Forcément, j'ai un œdème au niveau de la loge musculaire. Comment je vais faire pour capter ce potentiel d'action? Deuxièmement, l'impact environnemental. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des dispositifs qui sont à usage unique. Donc, on augmente encore nos déchets. Et le troisièmement, c'est que ça coûte à peu près 20 €. 20 € pour mettre ce dispositif. Ça augmente en tout cas le coût de la prise en charge.
Le brassard modifié. Alors le brassard modifié, c'est une vieille techno qui est la compressomyographie et elle a été abandonnée. Bon, ils ont relancé le sujet et ça rime à quoi en fait. Donc vous prenez un brassard, attention, il va gonfler à 60 mm de mercure. À l'intérieur, il y a 2 petites électrodes qui vont stimuler le muscle et ce muscle, c'est le biceps. Et puis on va enregistrer les variations de pression liées à la contraction du muscle. Donc ça mesure le degré du blocage neuromusculaire. Alors là, attention en fait, il faut bien positionner les électrodes. Parce que si vous stimulez directement le muscle, forcément vous aurez toujours une réponse. Là, c'est plus de la mesure de la curarilisation, c'est en fait du sport, c'est intense. Mesure du couple nerf ulnaire biceps, dans la littérature, c'est pas le gold standard. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur l'équivalence de toute la littérature existante sur le couple ulnaire adducteur du pouce, et j'avoue que je n'ai pas d'informations. Le dispositif médical, le curamètre, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un outil à maîtriser. Je vous relate cette étude, elle est assez géniale. On a fait un sondage, et ce sondage, il était international, où on a demandé à 2500 mares comment ils géraient le bloc neuromusculaire. Dans les réponses, on n'avait que 57% des réponses correctes. Mais le pire, c'est que 92% des personnes interrogées qui ont donné des mauvaises réponses étaient confiantes vis-à-vis de leurs réponses. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème de lacune et puis un vrai problème d'excès de confiance. Les autres enseignements, et ça c'est plutôt à nous, ingénieurs biomédicaux, on doit s'interroger, c'est existe-t-il une uniformisation de la formation concernant la curarisation? Je vous ai montré plein de dispositifs, pour autant, est-ce que tous les fournisseurs ont le même verbatim et la même formation concernant la curarisation? La réponse est non. La deuxième, c'est, et vous l'avez évoqué, la disponibilité des dispositifs médicaux. Et là, on a beaucoup de travail à faire. C'est nous, ingénieurs biomédicaux, on doit vous mettre à disposition ces outils qui vous permettent d'assurer qualité et sécurité. Alors, je vous ai dit que c'était un outil à maîtriser et je voulais qu'on revienne sur la notion de mésusage, parce que c'est une notion qui est très peu connue. Donc, dans la norme, l'utilisation d'un dispositif médical, soit il est utilisé normalement, et auquel cas il rentre dans le cadre de la notice d'utilisation, soit il est utilisé anormalement, et on est hors cadre de la notice d'utilisation. Donc si on l'utilise normalement, vous avez l'utilisation correcte, tout se passe bien, et puis vous avez une erreur, cette erreur d'utilisation qui peut être liée à la conception du dispositif, et cette conception, je vous donne un exemple qui est très significatif pour nous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, 222 ? Alors, 222, les soignants qui se sont fait avoir, ils ont cru que le patient il avait 2,22 grammes. C'est pas ça du tout, c'est en fait le patient, il est hors limite. Donc ça, c'est une erreur liée à la conception du dispositif. Et donc, le fournisseur a dû apporter des mesures correctives. Les autres types de mésusages, et juste pour vous dire, aujourd'hui, les fournisseurs sont très contrôlés sur ce type d'événements et eux, ils améliorent leur dispositif tout le temps, quotidiennement, pour éviter ce type de dispositif. Il y a une étude qui montre que même si aujourd'hui on augmente techniquement la complexité de ces dispositifs, eh bien il y a eu un fort engouement des fournisseurs pour limiter cette complexité et améliorer l'ergonomie. Et puis toutes ces erreurs, aujourd'hui, elles sont plus liées aux mésusages ou en tout cas aux facteurs humains. Puis après, vous avez les erreurs, les utilisations anormales. Donc, dans ces utilisations anormales, vous avez l'incapacité. Et l'incapacité, ça veut dire qu'en fait, on ne vous a pas formé et que vous l'avez mal utilisé. Et puis, vous avez la négligence, c'est on vous a formé, vous avez conscience, mais vous décidez de l'utiliser hors cadre. Donc,
Mauvaise utilisation du dispositif. Un exemple tout simple avec ce curamètre, cet accéléromètre. Si on l'avait utilisé correctement, le patient n'aurait pas été brûlé. Premièrement parce que vous faites attention à votre dispositif et vous l'auriez envoyé au biomédical parce que vous voyez qu'en fait les fils est dénudé. Puis deuxièmement, en fait, vous auriez écouté le fournisseur qui vous dit cet équipement ne s'utilise qu'avec une attelle. Alors, le mésusage en soins critiques, c'est quelque chose de majeur. Et c'est quelque chose... Alors, je suis revenu très très loin. En fait, l'analyse de la base de données de matériovigilance de l'AFSAPS. L'AFSAPS, c'était l'ancien nom de l'ANSM. Donc, 2 études, 98 et 2006. Et dans ces études, ils montrent qu'il y a 2000 incidents par an en anesthésie et réanimation. Sur ces 2000 incidents, 12% des cas sont graves et dans 2% des cas, ça induit un décès. Et la prédominance des causes liées aux utilisateurs, c'est du mésusage. Et vous pouvez voir qu'au niveau des moniteurs, la majeure partie, 90%, c'est du mésusage. Entre les deux études, le mésusage augmente et je vous l'ai dit, ce n'est pas lié aux industriels qui ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'ergonomie des dispositifs, c'est lié aux utilisateurs. L'étude, elle est vieille. On peut se dire qu'en 20 ans, on a amélioré. Je vous invite à aller regarder les enquêtes nationales, les événements indésirables graves liés aux soins et de regarder ce qui est lié au dispositif médical. Et on peut supposer que ça n'a pas été modifié. Alors moi, je veux qu'on revienne sur informer et former. Depuis tout à l'heure, on vous dit former, former. Mais qu'est-ce que c'est que former? Qu'est-ce que c'est que d'informer? Ce n'est pas qu'un problème de sémantique. Quand on forme, quand on informe des gens, on va leur apporter des connaissances et à la limite, on va vérifier qu'ils ont compris. Les formations que les industriels vous font, pour moi, ne constituent que des informations. Demain ou aujourd'hui, il faut vérifier que vous ayez acquis les connaissances nécessaires à utiliser ce dispositif. Connaissances nécessaires, ça veut dire que j'ai fait un avant et un après. Je vous ai questionné et vous avez acquis 80% ou 90% des connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser en sécurité ce dispositif. À main levée, est-ce que dans vos services, quand vous avez été formé à la curarisation, vous avez eu droit à un questionnaire et vous avez répondu à un questionnaire et on a débriefé de votre questionnaire? Levez la main. C'est bien ce que je me disais, 0. Et moi, je vais faire le parallèle avec l'aviation. Est-ce que vous pensez que lui, quand on met dans son cockpit un nouvel équipement, on ne l'a pas habilité? La réponse, elle est forcément non. Pourquoi on ne ferait pas la même chose en santé? J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre, ça termine effectivement très bien la session, très didactique, pédagogique, mais on te connaissait pour ça. Ça veut dire effectivement qu'il y a un petit peu de travail, il n'y a pas que la technique, il y a toute la partie formation, ça a été dit, il y a la partie évaluation, et quand on parle de qualité et sécurité des soins, de certification, d'habilitation effectivement, et ça on ne sait pas très bien le faire, quoi. Et on a besoin effectivement de gens comme toi pour nous dire, bah oui, on utilise du matériel, c'est quand même sur du vivant, hein, comme effectivement le pilote d'avion. Et ça, voilà, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, notamment de la part des cadres de santé. Est-ce que tu veux dire un mot? Ouais, alors là, effectivement, tu dis de la part des cadres de santé ou des coordonnateurs techniques, etc. Mais Alex, moi j'ai une question. Est-ce que l'industrie n'a pas une obligation? Est-ce qu'on ne va pas tendre vers ça? Est-ce que l'industrie soit obligée d'habiliter le personnel soignant à utiliser leur matériel? Alors, génial. L'industrie a une obligation, en fait, avec le nouveau règlement européen. Alors, nouveau 2017. Règlement européen 2017-745, ce règlement européen, il doit s'appliquer directement dans la législation nationale, sans d'ailleurs être traduite, retranscrite.
Et dedans, il est bien indiqué que le fournisseur doit s'assurer de la maîtrise du dispositif médical. Et c'est un partenariat, c'est-à-dire que nous, en responsabilité, biomédicaux, on doit s'assurer que vous, utilisateurs, vous ayez toutes les connaissances nécessaires. Nous, ce qu'on fait, on demande aux fournisseurs de nous donner le minimum à connaître pour pouvoir utiliser en sécurité le dispositif. Charge à nous d'évaluer les nouveaux utilisateurs pour que finalement le fournisseur n'ait pas à dire « toi, tu as acquis les compétences, tu peux l'utiliser, toi, tu n'as pas acquis, tu repars dans un cycle de formation ». Et c'est de notre responsabilité, nous. On va en prendre de la graine. Quand ? Non, mais c'est très bien ta réponse, on va en prendre de la graine, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions alors, avant qu'on aille se sustenter? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ben, s'il n'y a pas de questions, on a pris un tout petit peu de retard. Merci à l'oratrice, aux orateurs, merci à vous et à cet après-midi.